Please be seated, voi vuosva. Good morning again, Council. Mr. Jacobs, you may want to continue, please. Thank you. Merci Madame la Présidente. Je passe au point suivant de notre analyse de la faiblesse de la preuve de l'accusation, qui est l'utilisation massive de oui-dire. Il ressort de l'analyse du cas de l'accusation qu'une grande partie de ces allégations sont fondées sur des témoins qui ne font en réalité que rapporter des oui-dire, souvent anonymes. Nous l'avons notamment démontré dans nos réponses aux requêtes de l'accusation visant à faire introduire la déclaration antérieure de témoins, que tous les témoins dont l'accusation demande l'admission de la déclaration antérieure relatent des oui-dire, fréquemment en lien avec des éléments importants de leur témoignage. Il suffit de prendre ici un exemple frappant. Celui de l'incident allégué du minibus à PK9. Pour cet incident, l'accusation prétend s'appuyer sur 8 témoins. Or, une analyse de la déclaration antérieure de chacun de ces témoins montre qu'en réalité, aucun n'a assisté à l'incident allégué. Et tous rapportent des oui-dire. Ainsi, pour les deux premiers témoins, P0491 et P0529, nous avons démontré avant la pause que leurs témoignages se fondent exclusivement sur des oui-dire provenant d'une tierce personne, rapportant elle-même un oui-dire. Pour le troisième témoin, le témoignage de P510 est aussi composé de nombreux oui-dire. Surtout, il n'a jamais assisté à l'incident allégué. Il s'est juste contenté de présenter à l'accusation des photographies, présentées comme des photographies des victimes alléguées de l'incident. P510 n'a même pas pris les photos lui-même. Aucune de ces photos n'est datée. Nous ne disposons d'aucune métadonnée concernant ces photos. Pour l'une des photos, il est même précisé que les métadonnées indiquent que la photo a été modifiée le 16 juillet 2013 à 11h26. Enfin, le seul lien entre ces photos et l'incident du minibus est que le témoin lui-même, qui je rappelle n'a ni assisté à l'incident ni pris les photos, va affirmer sans aucun élément de preuve que les corps d'eux seraient des individus qui seraient décédés au cours du dit incident. Ces photos sont celles qui ont été montrées en audience hier par l'accusation pour affirmer qu'il s'agirait des victimes alléguées de l'incident du minibus. Alors qu'en réalité, on le voit bien, elle n'en sait rien, puisqu'elle n'a pas enquêté. Le quatrième témoin
apportés par l'accusation sur cet incident, P1808, se fonde aussi sur des oui-dire anonymes. C'est ce que les gens disaient, dit le témoin. C'est les gens du quartier qui m'ont raconté, dit le témoin. C'est elle qui m'a raconté l'histoire, dit le témoin. Le cinquième témoin apporté, P0358, n'est pas un témoin direct de l'incident non plus. P0358 déclare en effet avoir entendu parler de l'incident à la radio. Pour le sixième témoin, l'accusation renvoie à la déclaration antérieure de P2573. Or là encore, le témoin n'a pas assisté à l'incident allégué, mais dira qu'il en a entendu parler d'une autre personne. Pour le septième témoin, P0834, il se fonde exclusivement sur un oui-dire et n'apporte aucun élément utile, autre que cela, de rapporter ce qu'on lui a dit. Enfin, pour le huitième témoin, P0291, il ne parle tout simplement pas dans sa déclaration de l'incident allégué. Le procédé de l'accusation est donc ici le suivant, concernant l'incident allégué du minibus. Puisqu'il n'a en réalité aucun témoin direct de l'incident, il veut faire corroborer des oui-dire, souvent anonymes, par de nouveaux oui-dire, provenant fréquemment des mêmes sources. Pourtant, l'accumulation de preuves sans valeur probante ne permet pas de la transformer en preuve solide. L'accusation, sûrement pour masquer l'accumulation de oui-dire, ne fait jamais apparaître dans son mémoire de première instance le fait qu'une allégation relève du oui-dire. En utilisant par exemple le conditionnel. Elle présente toujours les oui-dire comme des vérités absolues. Si le mémoire de l'accusation était réécrit en utilisant le conditionnel pour les oui-dire, alors ce mémoire serait très largement écrit au conditionnel. Quoi qu'il en soit, ce n'est là encore pas ainsi que des allégations peuvent être prouvées au-delà de tout doute raisonnable. Je passe au point suivant, qui est l'absence de preuves médico-légales. Sur les 52 témoins présentés par l'accusation comme étant des crime base, force est de constater que l'accusation n'a fourni d'éléments de nature médicale que pour 7 d'entre eux. Ce qui veut dire que l'accusation n'a pas de preuves médico-légales pour 87% de ces témoins crime base. Pas de preuves médico-légales contemporaines aux événements allégués. Pas de preuves médico-légales
qui aurait été établi après les événements allégués. Et donc, pas de preuves médico-légales pour attester de la réalité des blessures alléguées par ces témoins au moment des faits. Pour nombre de témoins, l'accusation s'est contentée de prendre des photos de cicatrices. Néanmoins, il est bien évident qu'une photo prise des années après les faits allégués ne prouve rien. La blessure pourrait très bien avoir été le fruit d'un autre événement, avant ou après 2013, sans que rien ne vienne prouver le contraire. Dans le même sens, des documents administratifs, tels qu'un acte d'état civil, un certificat de nationalité, une copie d'une carte d'identité ou une copie de carte d'électeur, ne peuvent être considérés comme des preuves médico-légales et ne peuvent être considérés comme des preuves suffisantes capables de démontrer la réalité de blessures ou d'un décès, et encore moins leur cause. Enfin, il est intéressant de noter que l'accusation, à aucun moment l'accusation n'a pris la peine d'interroger la personne ayant émis ou signé les documents afin d'authentifier l'acte ou d'en comprendre la teneur. L'accusation n'a donc pas accompli son devoir d'enquête et n'apporte à la défense et surtout à la Chambre aucun élément qui permettrait d'authentifier le peu d'éléments médico-légaux qu'elle présente. Dans ces conditions, il convient de constater que l'accusation n'a fait aucun effort pour démontrer, sur la base d'une preuve médico-légale solide et fiable, la réalité même des blessures alléguées par ses témoins. Ce qui devrait pourtant constituer le point de départ de sa démonstration. L'accusation, oubliant son devoir d'enquêter de manière autonome et indépendante sur la réalité des faits, a préféré croire ses témoins sur parole. Et demande à son tour à la Chambre de la croire sur parole. Ce faisant, l'accusation ne remplit pas son obligation de devoir prouver son cas au-delà de tout doute raisonnable. Je passe au point suivant, la question des témoins de l'intérieur. L'accusation nous a dit hier en audience qu'elle compte s'appuyer sur de nombreux témoins dits de l'intérieur, insiders. Pourtant, il suffit de lire les déclarations antérieures de ces témoins pour constater qu'ils pourraient tous avoir des motivations pour ne pas faire preuve d'une sincérité complète lors de leur témoignage, notamment en cachant leur propre rôle ou de la déformer. Qu'il s'agisse de personnes se revendiquant de la Séléka à l'époque, ou de personnes qui ont continué à exercer un rôle dans les services de l'État après décembre 2013. Au-delà de ce problème de crédibilité,
il est important de relever qu'en invoquant disposer de témoins de l'intérieur, l'accusation tente de donner l'impression qu'elle dispose d'informations de première main, de l'intérieur, sur des questions clés, telles que l'existence d'une politique ou d'une organisation de l'État, ou le fonctionnement des institutions étatiques à l'époque. Mais rien n'est plus loin de la vérité. À l'issue du procès, il sera aisé de constater que les soi-disant témoins de l'intérieur, présentés par l'accusation, sont en réalité pour la plupart des subalternes de Baran, qui rapportent des oui-dire et qui ne sont absolument pas en position d'apporter le moindre élément utile pour soutenir les allégations de l'accusation. Par exemple, concernant la politique, une analyse prima facie du cas de l'accusation montre que l'accusation ne va pas présenter au procès une preuve testimoniale qui permettrait de discuter de l'existence d'une politique. En effet, si l'accusation voulait tenter de démontrer l'existence d'une politique, d'État ou d'une organisation, encore faudrait-il qu'elle apporte à la Chambre des témoignages de ceux qui, justement parce qu'ils auraient occupé des postes importants à l'époque, seraient capables de véritablement éclairer la Chambre sur la réalité de ce qu'il se passait à Bangui en 2013. Or, l'accusation a décidé de ne pas présenter une telle preuve, puisqu'il ressort qu'elle n'a décidé d'appeler soit que des crime-based, qui par définition ne peuvent apporter aucun élément pertinent sur la conception et la mise en œuvre d'une politique, au niveau le plus élevé de l'État, soit des témoins dits de l'intérieur, qui, comme je l'ai dit, sont en réalité pour la plupart des personnes qui ont toutes un niveau hiérarchique subalterne et qui n'avaient pas directement accès à des informations pertinentes. La faiblesse de la preuve testimoniale de l'accusation est d'autant plus remarquable que, comme nous l'avons rappelé plus tôt, l'accusation disposait des témoignages qui auraient pu véritablement éclairer la Chambre sur la réalité des faits à l'époque, mais qu'elle a décidé de ne pas les appeler, et même d'en abandonner certains depuis la phase de confirmation des charges. Où est P238 ? Témoin logiquement retenu pour l'audience de confirmation des charges, pour sa connaissance directe sur des nombreuses questions en lien avec les allégations du procureur relatives à l'OCRB, mais qui a été abandonné depuis. Où est P413 ? Témoin logiquement retenu pour l'audience de confirmation des charges, en raison de sa position unique pour commenter sur des questions relatives à la désorganisation de la Séléka, mais qui a été abandonné depuis. Où est P964 ? Témoin lui aussi dans une position idéale pour s'exprimer sur des questions relatives à l'OCRB. Témoin donc logiquement retenu pour l'audience de confirmation des charges, mais depuis retiré, sans raison, de la liste des témoins de l'accusation. Où est P1019 ? À même, là encore, d'apporter un éclairage unique sur des questions au cœur des allégations de l'accusation, en raison de son rôle à l'époque.
Ces témoins ne sont pas là, tout simplement parce qu'ils contredisent le narratif de l'accusation à chaque étape. Pour prendre 2 exemples, P10-19 évoque, dans sa déclaration antérieure, la désorganisation de la coalition dite Seleka, avant même l'entrée à Bangui en mars 2013. Il évoque l'absence de coordination et les désaccords entre les différents groupes composant la coalition Seleka. Il évoque le contexte sécuritaire en 2013 en République centrafricaine. Il évoque le soutien de la communauté internationale le 22 mars 2013. Il évoque la situation de criminalité ordinaire sévissant à Bangui en 2013. Il évoque les actions prises à l'encontre des groupes qui ont composé la Seleka et de ses membres, comme le cantonnement de ses anciens membres ayant composé la coalition pour éviter des problèmes de criminalité. Toute question dont nous devrions pouvoir discuter au cours du procès. P234, quant à lui, est à même d'apporter des éléments cruciaux sur la poursuite de personnes se revendiquant de la Seleka en République centrafricaine à l'époque, ou sur le déroulé de certains incidents allégués à l'OCRB. Ce n'est pas parce que des témoins apportent des éléments qui contredisent dans ses fondements le narratif de l'accusation qu'elle n'a pas l'obligation de présenter à la Chambre tous les éléments utiles pour établir la vérité, conformément à son mandat, en vertu de l'article 54.1 du statut. Si l'accusation décide de poursuivre un individu, elle doit le faire en respectant le principe d'intégrité, parce qu'elle est convaincue qu'elle dispose, après une enquête complète et non biaisée, d'une vision claire de ce qui s'est déroulé. Ce qui lui permet d'identifier ceux qui seraient, selon elle, responsables, sans manipuler les faits, ou en passant certains faits sous silence. Puisqu'alors, elle ferait le choix de présenter à la Chambre une vision déformée des événements, qui impactera nécessairement la recherche de la vérité et l'œuvre de justice de la Cour. La faiblesse probatoire du cas de l'accusation constitue sûrement la raison pour laquelle l'accusation, depuis le début de la phase de procès, multiplie les tentatives et les démarches procédurales qui auraient pour conséquence, si elles étaient suivies, de rendre le procès opaque et incompréhensible par le justiciable, en violation du principe de l'oralité des débats et du caractère public de la procédure. L'accusation a demandé à ce que 60% de sa preuve documentaire ne soit pas discutée en audience par les parties avec des témoins, pour qu'il y ait un vrai débat contradictoire sur son authenticité, sa fiabilité et sa pertinence. L'accusation a aussi demandé à ce que la moitié de ses témoins ne viennent même pas en audience. Ce qui veut dire que l'accusation demande tout simplement à ce que leur déclaration antérieure soit crue sur parole, ce qui est la négation du processus judiciaire. Et pour les témoins qui viendraient,
l'accusation veut que 60% d'entre eux ne soient pas soumis à un véritable interrogatoire. À ces démarches s'ajoute le fait que l'accusation ne veut pas que ses témoins soient entendus dans de bonnes conditions, puisqu'elle a obtenu que sur le peu de témoins qu'elle entend faire venir en audience, 75% d'entre eux soient entendus par vidéo et non en personne, même s'il est récemment ressorti qu'en réalité elle est capable de les faire venir, et que 80% d'entre eux bénéficieront de mesures de protection ayant vocation à cacher leur identité et les anonymiser. L'accusation veut donc masquer la faiblesse de sa preuve en tenant un procès opaque et impossible à suivre pour les observateurs extérieurs. Un procès où sa preuve serait prise pour argent comptant et ses témoins crus sur parole et qui échappent au débat contradictoire, à l'abri des regards et dans l'ombre. Mais ces tentatives vaines de l'accusation n'empêcheront pas que la lumière soit faite sur la réalité du dossier de l'accusation. Une preuve faible, non vérifiée, non authentifiée, non corroborée, une preuve criblée de oui-dire invérifiés, une preuve qui n'est souvent pas le fruit d'une véritable enquête. Une preuve incomplète, puisque l'accusation n'a pas obtenu les éléments utiles des protagonistes les plus importants de la crise. Une preuve incomplète aussi, parce que l'accusation a choisi sciemment de ne pas appeler les témoins les plus à même d'éclairer la Chambre sur des aspects pourtant cruciaux de son dossier. L'accusation a choisi d'aller au procès avec ce dossier bancal et insatisfaisant. Le dossier est bouclé, il ne s'améliorera pas. Et ce sera à vous d'en tirer les conséquences à l'issue du procès. Il ne permet en aucune manière de démontrer les charges au-delà de tout doute raisonnable. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. Jacobs. Yes, Ms. Nawi. Merci, Madame la Présidente. Alors, nous venons de parler de la qualité de la preuve de l'accusation. Mais nous allons revenir sur le narratif qui sous-tend le mémoire de l'accusation, dans lequel cette preuve est utilisée. À la lecture du mémoire, nous constatons que le récit de l'accusation n'a pas changé. L'accusation n'a pas su combler les failles béantes de son narratif, qui est pourtant censé nous permettre à nous tous de comprendre les charges et de contextualiser les récits des témoins. Pourquoi l'accusation n'a-t-elle pas été capable de combler les failles de façon à respecter la réalité, et ce depuis l'audience de confirmation des charges? Parce qu'à l'analyse, la réalité ne cadre pas avec ces accusations. Parce qu'elle ne peut plus revenir en arrière. Parce qu'elle est trop avancée, trop exposée, elle n'a plus le choix. Et c'est la raison pour laquelle l'accusation s'obstine à passer sous silence les faits déterminants et de laisser dans son mémoire des trous temporels
et factuelle. Alors, je note quand je parle de mémoire, je veux dire évidemment le mémoire de première instance, pas la mémoire au sens de quelque chose dont on se rappelle pour l'interprétation. Alors, consciente de l'insuffisante de son mémoire, l'accusation entretient le flou entre différents événements et le flou entre les protagonistes. Consciente de l'insuffisance de sa preuve, l'accusation entretient aussi le flou entre ce que serait l'État et ce que serait la Séléka. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas capable de démontrer le fonctionnement de l'un ou de l'autre. Il nous appartient donc de traiter de ces questions aujourd'hui. De qualifier la situation qui prévalait sur le terrain entre avril et septembre 2013 en RCA. De comprendre le fonctionnement et le rôle de l'État pendant cette même période. Parce que les conséquences juridiques qui découleront de la qualification de la situation qui prévalait en RCA entre avril et septembre 2013 sont importantes concernant le fondement des charges alléguées par l'accusation, que ce soit concernant le crime de guerre ou le crime contre l'humanité. Alors l'accusation pose dans son mémoire comme postulat, premièrement, que la Séléka existe comme un groupe clair, hiérarchisé, structuré. Paragraphe 19. Capable de mener des opérations coordonnées. Paragraphe 20. Et deuxièmement, que cette structure Séléka perdure et que c'est elle qui deviendra l'État. Paragraphe 22 à 29. En réalité, comme son nom l'indique, la Séléka, c'est simplement une coalition. Il s'agit d'une alliance momentanée de personnes ou de groupes dans le but de faire entendre leur mécontentement. Le mécontentement contre le président Bozizé. Cette alliance ne signifie en aucun cas que chacun de ses participants est d'accord sur la manière de résoudre ce mécontentement. Par conséquent, coalition ne postule pas organisation. Nous savons que les différents groupes qui composeront la coalition se sont créés en réaction au pouvoir en place et pour tenter de permettre l'existence d'une vraie opposition démocratique. Le nombre de groupes, et donc de responsables, se multiplie dès le début des années 2000. L'accusation, en présentant dans son mémoire une vision simpliste de ces groupes qui formeront une alliance circonstancielle, n'en présente pas les spécificités, ni les problèmes de leadership. Nous n'avons pas le temps aujourd'hui de développer toutes les luttes internes et toutes les contradictions entre ceux revendiquant la paternité de ces différents groupes, puisque les sagas sont complexes, alambiquées et nombreuses. Mais nous montrerons au cours des débats du procès à quel point ces groupes sont différents et que la réalité de ce que recouvrent ces groupes ne cesse de changer au fur et à mesure des changements de contexte, des changements de politique ou des changements sécuritaires. Nous choisirons aujourd'hui quelques exemples révélateurs du manque de cohésion et d'homogénéité au sein de ces groupes. Alors, premièrement, la création du Front démocratique du peuple centrafricain, le FDPC. Le premier président du FDPC serait Abdoulaye Miskine. Abdoulaye Miskine aurait créé le FDPC le 15 juin 2004. Il signe un accord de cessez-le-feu avec le gouvernement de Bozizé le 2 février 2007. À partir de ce moment, le sort du
FDPC est fluctuant. D'abord, comme l'accord de paix ne sera pas respecté par le président Bozizé, le FDPC lancera une attaque contre les FACA, ce qui débouchera sur un nouvel accord le 3 juillet 2009. Puis, les ennemis d'hier deviennent les amis d'aujourd'hui. Parce qu'en 2012, Abdoulaye Miskine va combattre aux côtés des FACA, les forces du président Bozizé, contre le FPR, le mouvement du général Baba Ladé. Ce qui n'empêchera pas par la suite à Abdoulaye Miskine à participer à une réunion à Niamey en 2012 en présence de Michel de Todja et Joachim Kokaté, qui sont des membres, eux, de la CPJP. Dans les suites de Niamey, Abdoulaye Miskine, Michel de Todja et Joachim Kokaté auraient alors mis en place le FURCA, le Front uni pour la renaissance de la Centrafrique. Une autre alliance pour lutter contre le président Bozizé, et ça aurait eu lieu le 15 mars 2012 à Niamey. Toutefois, Joachim Kokaté quitte directement cette alliance pour rejoindre le président Bozizé. Plus tard, à l'automne 2012, Abdoulaye Miskine aurait aussi participé, au même titre que l'UFDR, la CPJP fondamentale et la CPSK, sur laquelle on reviendra, à la création de la Seleka. Il est intéressant de noter qu'en mars 2013, Abdoulaye Miskine quittera la Seleka pour lutter contre celle-ci. Et dans un communiqué du 10 septembre 2013, Abdoulaye Miskine avait annoncé que son parti, le FDPC, avait rejoint le FROCA, le Front pour le retour à l'ordre constitutionnel en Centrafrique, qui est un mouvement associé au président Bozizé. Ici, nous avons le parfait exemple de l'opportunisme qui guide les différentes factions. Abdoulaye Miskine changeant d'alliance en fonction de l'évolution de la situation en RCA. Autre exemple, l'Union des forces républicaines, l'UFR. C'est Florent Tadjer qui se présente comme le leader de l'UFR, qu'il aurait créé après avoir été torturé par le président Bozizé. Il aurait signé l'accord de paix global du 15 décembre 2008 au nom de l'UFR. Toutefois, Snawe, oui, if you can slow down a bit, please, so that the Bien évidemment. interpreters will get your words. Thank you. alors je reprends. Sur l'Union des forces républicaines et sur Florent Tadjer, qui se présente comme le leader de cette UFR, qui aurait été créé après avoir été arrêté et torturé par le président Bozizé. Il aurait alors signé l'accord de paix global du 15 décembre 2008 au nom de l'UFR. Toutefois, les preuves de l'existence de son groupe sur le terrain seraient maigres. Et les représentants du DDR, le DDR, ce sont évidemment les programmes de désarmement, auraient reconnu que ce groupe n'avait jamais vraiment existé.
C'est un parfait exemple d'un groupe existant par le nom et par symbolisme, et qu'il s'agit avant tout d'une tentative du leader d'être reconnu dans le paysage politique. Il est intéressant de noter que nous disposons au sujet de l'UFR d'éléments contradictoires. Certains témoins sachants, comme P10-19, indiquant que l'UFR n'aurait pas fait partie de la Séléka, alors que d'autres sources indiquent que la coalition circonstancielle avait bénéficié du soutien intermittent de l'UFR. Autre exemple, l'UFDR, la création de l'Union des forces démocratiques pour le rassemblement. L'UFDR est l'un des groupes les plus emblématiques qui participera ensuite à la coalition. Mais c'est aussi un des groupes pour lesquels les contradictions sont nombreuses. L'UFDR, est désorganisé quant aux notions de paternité du groupe et quant à des membres qui ne cessent de s'opposer et de lutter les uns avec les autres. Prenons un exemple. Un témoin abandonné, P413, indique que l'UFDR a été créé par Michel de Todja et Daman Zakaria en 2006. En 2006. D'autres sources bien informées expliquent qu'à l'origine, les groupes composant cette union seraient composés d'hommes en armes de zones rurales, non centralisées, nouant des alliances flexibles avant de se transformer en rebelles. En raison de l'enjeu monétaire, des affrontements entre différents groupes vont avoir lieu. Ce qui conduira en 2005, le leader des Goulas, Daman Zakaria, à faire une alliance avec Abakar Sabon, un ancien libérateur s'étant retourné contre le président Bozizé. Or, comme Abakar Sabon est à Cotonou, dans les faits, il semblerait que Daman Zakaria soit le leader de l'UFDR. D'autres sources encore indiquent que l'UFDR aurait été dirigé par le fameux Florian Nadjader, qui aurait revendiqué des attaques ayant eu lieu en 2005 et en 2007. Il est intéressant de noter aussi que pendant que Michel de Todja est incarcéré avec Abakar Sabon au Bénin, Daman Zakaria signe un accord de paix avec Bangui en avril 2007. Suite à quoi, Daman Zakaria fut nommé au gouvernement du président Bozizé. Ce que désapprouva Michel de Todja, et ce qui conduisit à des affrontements entre forces rivales de l'UFDR. Michel de Todja prononça la radiation de Daman Zakaria en mai 2008 et le remplaça par Younous, Omar et Joseph Zundeko.
Il est intéressant de noter que peu de temps après juin 2008, Abakar Sabon quitte l'UFDR, dont il était le porte-parole, pour reprendre le MLCJ en 2008, et qu'il changera de camp encore de nombreuses fois. Ces éléments démontrent bien qu'au sein d'un même groupe, il y a souvent de forts désaccords. Il est quasiment impossible d'établir qui dirige le groupe. La finalité des uns et des autres est l'accession à un poste de pouvoir et donc rémunérateur. Autre exemple, l'avant-dernier qu'on prendra aujourd'hui, mais ô combien important, l'avant-dernier, oui. La création de la Convention des patriotes pour la justice et la paix, la CPJP. La CPJP n'a jamais fait l'unanimité et son fonctionnement interne est fondé sur des luttes constantes de pouvoir. Le témoin abandonné P413, dans une position unique, indique qu'en 2008, ce serait Dafan qui aurait créé la Convention des patriotes pour la justice et la paix, donc le CPJP, avec Noureddin Adam. Plus exactement, la CPJP aurait été créée par Dafan et Issa Bourma, l'oncle de Noureddin Adam. Dafan serait alors à la tête politique de la CPJP, mais n'était pas au courant que Noureddin et Ali Mahamat Daba et Al-Bashar Fadoul, dont le père est l'oncle de la mère de Dafan, organisaient des combattants sur le terrain. D'autres sources bien informées indiquent que la CPJP aurait été créée par Noureddin Adam et Abdoulaye Hissène, et que c'est entre ces deux hommes qu'il y a eu un désaccord tel qui a abouti à la création de deux ailes de la CPJP. Et ce ne serait qu'à la suite du décès de Charles Massy qu'Abdoulaye Hissène et Noureddin Adam entreraient en conflit pour être à la tête de la CPJP. Pour d'autres, la CPJP aurait été créée par Charles Massy, après avoir été ministre sous le président Bozizé. Quant à Abdoulaye Hissène, il serait resté à la CPJP pour s'allier au président Bozizé afin de combattre la Séléka. Il est intéressant de noter que certains éléments indiquent que l'UFDR et la CPJP, pourtant alliés temporairement au sein de la Séléka, se seraient longtemps affrontés sur des fonds de tensions ethniques entre Goula et Runga pour le contrôle des territoires et des ressources. Finalement, qui de Abdoulaye Hissène, Noureddin Adam, Charles Massy, Mahamat Zakaria aurait fondé la CPJP et en était à la tête? Qui avait la capacité de signer des accords au nom de la CPJP? Impossible de le déterminer. Dernier exemple, la Convention patriotique du salut du Caudreau, la CPSK. C'est Dafan qui aurait fondé la CPSK en juin 2012, après avoir fait partie de la CPJP.
Or, d'autres éléments du dossier démontrent, notamment le témoignage de P1019, que Dafan a fait partie de l'UFDR à titre personnel, son groupe propre à lui, et que la CPSK n'a jamais existé. Ça veut dire que Dafan, d'un côté, serait le fondateur de la CPSK, alors que d'autres disent qu'il n'a jamais fondé la CPSK et qu'il avait, à titre personnel, créé l'UFDR. Pour d'autres, Dafan aurait simplement coordonné l'action entre les anciens compagnons de François Bozizé, qui avaient fui, et l'UFDR. Quoi qu'il en soit, les luttes de pouvoir internes entre Mohamed Moussa Dafan, Michel Dotodja, Noureddin Adam, Abdoulaye Sen, Mahamad Zakaria, Charles Massy, et j'en passe, créent des situations cocasses et difficiles à suivre, situations qui perdurent même après mars 2013 et la dissolution de la Séléka. L'accusation agit comme si les différents groupes étaient clairement définis et qu'ils avaient la capacité de se coordonner. Or, rien ne pourrait être plus loin de la réalité. Pourquoi l'accusation ne mentionne-t-elle pas que la CPJP s'est créée de manière indépendante de l'UFDR et que dès les débuts, il y a des luttes pour prendre la tête de la CPJP? À l'analyse, il apparaît que ces groupes sont disparates et qu'il s'agit d'un énorme capharnaüm de différents groupes qui ne coexistent pas de manière pacifique. Lutte interne et externe, auquel s'ajoute la lutte pour la légitimité d'être reconnu comme un opposant politique, un opposant au gouvernement, et ça empêche toute forme de coordination. L'unique cause qui va les rapprocher de manière éphémère, c'est leur mécontentement vis-à-vis du président Bozizé. C'est une coalition fourre-tout, parfois qualifiée de mouvement régional. Par exemple, Roland Marchal, chercheur du CERI Sciences Po, donc chercheur en sciences politiques reconnu en France, spécialiste de la Centrafrique, indique que la Séléka n'est qu'autre chose qu'une fédération de groupes armés, eux-mêmes faiblement structurés, sans réelle chaîne de commandement. Il n'existe donc aucune hiérarchie entre ces groupes. Les éléments composant les différents mouvements sont éparpillés dans différentes zones, voire dans d'autres mouvements, et sont en nombre insuffisant. Il apparaît qu'en réalité, la coalition ne se crée que pour participer au sommet de Libreville du 11 janvier 2013. Pourquoi ? Parce que c'était un moyen de lutter contre le gouvernement du président Bozizé. Or, dès février 2013, soit un mois après les accords de Libreville, le président Bozizé annonce, lors d'une cérémonie pour célébrer ses 10 ans au pouvoir, être à nouveau candidat.
pour les élections en pleine violation des accords de Libreville. Ensuite, l'accusation pose comme postulat que, comme ce qu'il appelle les Séléka ont réussi à se rendre à Bangui, qu'il s'agirait là de la preuve de ce que la Séléka serait capable de s'organiser. Cette tentative d'explication a posteriori ne résiste pas à l'analyse. Les éléments de preuve auxquels l'accusation a accès démontrent que rien dans l'arrivée à Bangui n'était coordonné, ni organisé, ni planifié. La preuve est claire. Ce sont ceux qui sont censés, selon l'accusation, être les têtes pensantes de la Séléka et être les donneurs d'ordre qui ont été pris en otage à Bambari par les éléments de l'UFDR. Les jours précédant la descente vers Bangui, ces têtes pensantes étaient maintenues incommunicado. Et les soi-disant donneurs d'ordre ont appris à la radio que des groupes composant la Séléka se dirigeaient vers la ligne rouge et donc elles étaient en direction de Bangui. Et il n'est pas clair qui aurait donné un quelconque ordre. Un témoin sachant, P10-19, dira clairement: ce qui s'est passé entre la communauté internationale et les Séléka, c'est Dieu seul qui sait. Dans un tel contexte, difficile de s'imaginer une quelconque chaîne de commandement. P10-19 indique que le président d'Otoja n'était pas au courant de ce que serait la chaîne de commandement militaire, puisque ce dernier n'est arrivé à Bangui qu'après des groupes composant l'Alliance Séléka y soient déjà arrivés, et qu'il n'était pas au courant de ce qui s'était passé avant son entrée à Bangui. L'accusation préfère ignorer les témoignages, émanant pourtant de sources bien informées, et affirme dans son mémoire de première instance que la prise de Bangui, en mars 2013, a été soigneusement planifiée par des commandants de haut rang de la Séléka, dont Dotoja et Adam. Paragraphe 21. En se fondant en note de bas de page sur des témoignages de soi-disant témoins de l'intérieur, qui ne sont en réalité que des subalternes rapportant des oui-dire, et bien incapables d'apporter le moindre élément utile pour une quelconque planification. Une fois des groupes composant la Séléka arrivés à Bangui, c'est à ce moment-là que Michel Dotoja se rend à Bangui, de Sibut à Bangui, dans l'après-midi du 23 mars 2013. Il est important de noter que la veille, Michel Dotoja avait reçu le soutien des acteurs internationaux, notamment celui de l'ambassade de France. Qui lui a même cherché une résidence. Le 24 mars 2013, Michel Dotoja s'autoproclame président de la République et rapidement, la situation est formalisée, ce qui aboutit le 13 avril 2013 à la création du Conseil national de transition. Dès le 31 mars, le président Dotoja avait nommé un gouvernement d'union nationale. Le gouvernement d'union nationale se compose de 34 ministres. Et nous renvoyons au décret, qui est la pièce CAR OTP 2004-1
1597. Et sur ces 34 ministres, seulement 9 qui sont officiellement affiliés à la Séléka. Pourtant, l'accusation se concentre uniquement sur la nomination de ces membres de l'ancienne alliance qu'était la Séléka. Mais si on analyse les éléments que l'accusation elle-même présente au soutien de cette affirmation, il apparaît bien que c'est un gouvernement d'union nationale qui est constitué en respect de la Constitution et des accords de Libreville du 11 janvier 2013, avec Nicolas Tiangaï en tant que Premier ministre. P291, un témoin de l'accusation, dit d'ailleurs « Tous les groupes qui ont participé au sommet de Libreville étaient représentés dans le gouvernement de transition, y compris des ministres de l'ancien régime de Bozizé. » En application du décret présidentiel, les personnalités avec des profils d'experts dans leur domaine font donc aussi partie du gouvernement et de nombreux représentants de la société civile, tels que Arsène Sendé, magistrat qui devient ministre de la Justice, Charles Armel Douban et l'ancien ambassadeur de Centrafrique aux Nations Unies qui devient ministre des Affaires étrangères. Dans ces circonstances, parler d'un gouvernement Séléka ne recouvre aucune réalité. En ce qui concerne le Conseil national de sécurité, mentionné hier, le procédé de l'accusation est le même. Elle mentionne uniquement Noureddin Adam et d'autres commandants de la Séléka qui en étaient membres. Mais elle omet de préciser que le décret présidentiel 13.185, auquel elle se réfère pourtant dans son mémoire, précise que ce conseil est composé de nombreux ministres représentant des affiliations politiques diverses. Sur 13 postes, seuls 3 anciens Séléka. Et surtout, ce que ne vous dit pas l'accusation, c'est que le Comforce de la FOMAC, l'attaché de défense de l'ambassade de France et le représentant médiateur de la résolution de la crise centrafricaine siègent aussi dans ce comité national de sécurité. C'est comme si l'accusation faisait fi du contexte sécuritaire qui existait à Bangui au moment de la création de ce conseil et qu'elle en nommait des protagonistes importants. J'en viens au contexte sécuritaire. Le président Dododja n'a jamais nié le contexte sécuritaire qui existait dès mars 2013 et qu'il était difficile, dès sa prise de fonction, puisque des bandits et des individus spontanés se revendiquaient soudainement de la Séléka en espérant obtenir des avantages. Dans le même sens, tant le président Dododja que le Premier ministre Tiangaï sont intervenus publiquement pour expliquer que les éléments qui se revendiquaient de la Séléka devaient être cantonnés pour éviter les problèmes de criminalité. Donc, quelle est la situation ? Soudainement, des bandits disent appartenir à la Séléka en espérant obtenir des avantages. Et face à cette situation, le président et le Premier ministre leur disent à ces bandits « Venez vous faire cantonner, on essaye d'éviter les problèmes de criminalité ».
Il était donc clair que plein d'éléments s'étaient saisis d'armes et pillés en se faisant passer pour des éléments de la Séléka. Ils pillaient en se faisant passer pour des éléments de la Séléka et le gouvernement essayait de les cantonner, c'est-à-dire de les rapatrier dans des lieux officiels pour essayer d'endiguer ces éléments qui se disent soudainement appartenir à la Séléka. Comme le dit P234, un témoin abandonné, des gens sans foi ni loi se revendiquent soudainement de la Séléka. Le président de Tchodja décidait de tenter donc de désarmer les éléments de la coalition Séléka. Dès la mise en place du gouvernement de transition nationale, c'est le gouvernement, et j'insiste, qui prenait la mesure des difficultés en matière d'insécurité et adoptait une stratégie qui impliquait, et je cite, de désarmer les éléments de la coalition Séléka. Et c'est le document CAR-OTP 2034-2193. Page 2194. Ce même document indique que plusieurs communiqués radiodiffusés, donc c'est radiodiffusé, rappelant à l'ordre les ex-rebelles de la Séléka et aussi leur demandant de se faire identifier pour un éventuel casernement ont été faits par le ministre de la Sécurité. Par exemple, un communiqué de presse du 3 avril 2012 du ministre d'État en charge de la sécurité, donc Noureddin Adam, est issu indiquant qu'il demande, et je cite, solennellement et de toute urgence à tous les éléments Séléka, sans exception aucune, de regagner sans délai les différents camps retenus pour leur casernement. Et il précise que sous peine de sanctions, et il recommande formellement donc sous peine de sanctions, le ministre de la Sécurité recommandait formellement, et je cite, aux autres éléments incontrôlés, les détenteurs d'armes, profiteurs et situationnistes, qui continuent de se livrer à des actes de pillage, vandalisme et autres exactions, de les cesser immédiatement, et ce, sur tout l'étendue du territoire centrafricain. P2328 décrit la coopération entre le gouvernement de transition et le bureau local de l'ONU pour cantonner des éléments Séléka. Je cite, « Mais avec le bureau local de l'ONU, nous avions fait des propositions de cantonnement des éléments de la Séléka. Parce qu'à ce moment, en RCA,
il n'y avait que la Séléka et les FACA. C'est ainsi qu'on a regroupé les nouvelles recrues Séléka à Biringo, au camp Béal, au camp Dot et vers le PK12. Nous les avons regroupés dans ces endroits pour essayer de les recenser, mais c'était un travail très difficile. En mai 2013, le Premier ministre annonçait que les combattants en divagation, qu'ils soient Séléka ou d'anciens membres des FACA, donc les combattants de manière générale qui divaguaient, n'étaient pas autorisés à détenir des armes et devaient les remettre dans les plus brefs délais avant d'être casernés hors de Bangui. En août 2013, le président de Toja est allé à la rencontre des chefs de quartier pour organiser le désarmement dans les différents arrondissements de Bangui et condamner les violences et l'insécurité. Surtout, l'accusation ignore que des poursuites ont été engagées contre les pilleurs et les délinquants Séléka, notamment pour les événements de Boyrab. Ces poursuites ont fait l'objet d'une couverture médiatique, ont été documentées par les ONG et ressortent des déclarations d'anciens témoins de l'accusation, notamment P234. L'accusation dispose même d'éléments matériels, concrets et officiels attestant de ces poursuites. 24 procès-verbaux d'audition, pourtant complètement ignorés par l'accusation. L'accusation, comme à chaque fois que la réalité ne cadre pas avec son récit, l'ignore tout simplement. L'État n'a donc aucun impact sur les représentants des différents groupes à Bangui. Aucun impact. Plus précisément, un expert commissionné par l'accusation dans l'affaire Yekatom Nguessona indique, et je cite, « La Séléka était une coalition circonstancielle de groupes armés. La réalité du pouvoir ne se trouvait pas dans le gouvernement de Michel de Toja, Nicolas Tiangaï, mais chez les commandants. Parmi eux, la hiérarchie et la discipline étaient quasi inexistantes. D'une part, la Séléka était ingouvernable du fait de son absence de discipline interne. D'autre part, elle n'était pas capable de gouverner, car les groupes armés qui la composaient n'avaient qu'un seul but, faire tomber le président Bozizé. Et n'avaient pas de cadre capable de diriger le pays. À peine fonctionnel, le gouvernement n'avait pas d'autorité sur les commandants de la Séléka. Même les représentants politiques de la Séléka étaient sans influence sur les commandants. Et entre eux, ceux-ci ne s'obéissaient guère. Les différents groupes armés ne connaissaient pas l'autorité de leur chef direct. Ne connaissaient que l'autorité de leur chef direct. Ça, c'est une pièce CAROTP 21-27
42-89. Roland Marshall, qu'on a mentionné aujourd'hui, explique concernant la Séléka, et je cite, « Il n'y a jamais eu de véritable contrôle au niveau politique. Il s'agit plutôt d'une fédération de groupes armés, eux-mêmes faiblement structurés, sans réelle chaîne de commandement. » Dans le même sens, Clotaire Solé Sorungba dit clairement, et je cite, « Par contre, il est aisé d'affirmer avec force qu'après le 24 mars 2013, les chefs de guerre Séléka ainsi que le président de la République Michel de Todja ont perdu le contrôle de leurs hommes, tant à Bangui qu'à l'intérieur du pays. » Il explique aussi que les soi-disant grades des différents personnages étaient auto-attribués. Donc les grades, ils se les attribuaient. Et je le cite. « Les combattants Séléka ne reconnaissaient aucune autorité hiérarchique et leur, entre guillemets, culture militaire, fermez les guillemets, était telle qu'ils avaient une préférence pour les grades de capitaine, colonel et général, qu'ils s'octroyaient. » Et il nous dit, imaginez-le, on pouvait voir un colonel assis à l'arrière d'un pick-up avec un capitaine assis confortablement à la place du passager du véhicule, conduit par un général. Le sachant P234, abandonné par l'accusation, dira la chose suivante. Vers août 2013, il y avait vraiment un problème d'État. Il existait plusieurs chaînes de commandement parallèles, mais il n'y avait pas de maîtrise. Presque tous les Séléka étaient des colonels ou des généraux. Je peux décrire la situation comme une désobéissance généralisée et un goût effréné pour le port des galons. Témoignant devant le Congrès américain, un expert indiquait, et je cite, « Il y a toujours eu peu de cohésion interne au sein du mouvement Séléka. La Séléka est née d'une coalition de combattants issus de groupes rebelles qui existaient depuis longtemps et qui sont historiquement opposés et est restée conflictuelle, sans troupes fidèles, à des commandants individuels avec seulement une hiérarchie lâche. Il n'y a pas d'agenda, d'idéologie ou de plateforme politique cohérent derrière le mouvement Séléka, à part tout au plus un sentiment général que le nord du pays a été historiquement négligé. Le témoin de l'accusation P291 lui-même a indiqué que le Premier ministre lui-même aurait indiqué que le président de Todja n'était pas capable de contrôler le pays ou la situation sur le plan de la sécurité. Les différents groupes Séléka n'écoutaient que leur chef. L'ONU résume parfaitement bien cette atmosphère de chaos généralisé. Et je cite, « La Séléka s'est révélée comme étant plus une composition de blocs en recherche de leurs intérêts individuels, essayant de trouver des ressources personnelles plutôt qu'un gouvernement avec un agenda politique clair. Faire partir Bozizé du pouvoir semblait être la seule stratégie qui unifiait les anciens groupes rebelles. La Séléka demeure une entité non homogène
avec des soldats qui prennent des instructions de leur propre commandant. Enfin, le secrétaire général des Nations Unies, quant à lui, notait en mai 2013 que les dissensions se sont aggravées au sein de la coalition et les dirigeants ont du mal à contrôler leurs propres éléments. Donc il n'y a pas de contrôle des éléments Séléka. Il poursuit. Les combattants de la Séléka refusent d'être cantonnés. De plus, les tensions entre les différentes factions de la coalition persistent et chacune cherche à recruter davantage d'éléments, ce qui accroît le risque de confrontation généralisée entre eux. Alors, un mot sur l'OCRB, puisque l'accusation nous dit que l'OCRB serait une base de cette Séléka dont on vient de parler. Ce qu'il ressort des éléments disponibles est que l'OCRB est une office qui préexiste au gouvernement du président Dotodja, qui s'inscrit dans la structure étatique et qui continue, malgré les circonstances difficiles, de lutter contre le banditisme. Nous l'avons rappelé ce matin, l'OCRB est dirigé depuis le 18 avril 2013 par le général Louis Mazinguet, comme l'indique une note de service, CAR OTP 2034 1740. Et il sera remplacé par décret le 8 juillet 2013 par Benjamin Malo. L'OCRB est placé sous l'autorité de la Direction générale de la police centrafricaine, qui est elle-même placée sous l'autorité du ministre de la Sécurité. L'OCRB est donc avant tout un commissariat de police qui s'inscrit dans la structure de l'État. Un commissariat qui doit essayer de fonctionner dans une période fortement marquée par la criminalité. C'est ce que nous venons de voir. Et les notes de service et les décrets publiés au journal officiel portant sur les différentes nominations de fonctionnaires montrent que l'État continue ses tentatives de fonctionnement. Madame le Président, je vois l'heure. Je vais bientôt passer à un autre point. Je pense peut-être que c'est le bon moment pour faire la pause, mais je suis bien évidemment dans vos mains. Right time indeed. Well, we'll break off for now and come back at 2:30, Ms. Naui, so that you can continue and hopefully finish off. Thank you very much. Madam Kotofisa, we'll go away and come back at 2:30, please. Thank you. All rise, we have